Alors on va voir les insecure deserialization, donc les déserialisations vulnérables. Alors déjà, serialisation, déserialisation, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ma définition non académique de la serialisation, c'est que c'est un processus pour transformer une donnée structurée en un format qui va permettre son stockage, son transport, et surtout sa reconversion dans son format original, donc le chemin inverse, la déserialisation. Alors en général, ça se traduit par le passage d'un objet à un flux d'octets ou une représentation linéaire, qui peut ensuite être reconstruite, attention, donc par désérialisation. Alors en pratique, en PHP ici on a un tableau, donc tout simple, hein, qui contient deux strings. Si on utilise la fonction serialize de PHP dessus, on obtient une représentation linéaire sous forme de string, où on a toutes les informations qu'on avait avant, donc la taille du tableau, le type de chaque valeur du tableau, les index, la longueur de chaque string, etc. Et après, si on applique la fonction unserialize, donc la fonction de déserialisation, on a tout simplement la reconstruction de l'objet en tableau. Sachant que la fonction unserialize, comme vous le voyez, elle prend n'importe quel objet sérialisé et à l'instant-ci un objet à partir de ça. Donc on verra après pourquoi ça offre des possibilités en termes d'attaque. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les objets sérialisés qui partent par exemple du navigateur web pour rejoindre le serveur, pour que après, quand le serveur les désérialise, on puisse lui faire des choses sympathiques. Alors, les attaques par désérialisation, ça va permettre de faire des élévations de privilèges, des injections de code et de l'exécution de code à distance. C'est pas forcément facile à exploiter parce qu'en fait les payloads vont dépendre de chaque cible, on aura rarement des choses qui fonctionnent partout. Donc il faudra peut-être un peu plus réfléchir que sur d'autres types d'attaques. C'est considéré comme assez prévalent, facilement détectable, et l'impact technique est évidemment élevé, puisque si on peut faire des élévations de privilèges ou des injections de code, ça ouvre la porte à beaucoup de dégâts. Alors un exemple classique, ça serait un objet sérialisé de cookies qui contient les informations sur l'utilisateur de la session, donc par exemple son nom et son statut s'il est administrateur ou pas. Et nous, on l'intercepterait juste et on modifierait la valeur de ses attributs. Donc par exemple, on mettrait l'attribut admin à yes et on deviendrait ainsi admin. Donc bon, c'est vraiment l'exemple le plus basique. Après, peut-être plus intéressant, on a des exemples, enfin des possibilités d'injection SQL. Donc mettons que le développeur se soit dit c'est pas la peine de faire une requête préparée, comme cette donnée vient d'un objet désérialisé, l'utilisateur n'a pas modifié l'input, donc normalement tout se passe bien, je peux coder ça un peu à l'arrache. Et bien nous, on modifierait cet objet sérialisé et on mettrait du code SQL dedans, et on pourrait donc faire une injection. Donc bon, si vous avez fait le chapitre sur les injections, vous devez sans doute comprendre. Alors aussi en modifiant le data type, on peut faire des choses assez drôles, parce qu'en fait, quand on compare différents types de données dans certains langages de programmation comme PHP, on a des résultats assez étonnants. Par exemple, si on compare un integer et une string en PHP, et que la string ne contient aucun chiffre, et que l'integer vaut 0, ça sera considéré comme vrai. Et si on compare une string qui commence par le même integer que l'integer donné, ce sera aussi considéré comme vrai. Donc, imaginez qu'on ait un objet sérialisé qui contienne un mot de passe et un password, qui soient ensuite comparés avec les valeurs recherchées en PHP. Et bien, si on le modifie pour que cet username et ce password soient des integers avec une valeur de 0, eh bien on passerait la comparaison. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre comment marchent les comparaisons dans les langages de programmation de vos cibles, puisque ça peut être parfois assez facile de passer des ifs comme ça. Alors enfin, peut-être plus intéressant, on a les méthodes magiques. Donc une méthode magique, c'est simplement une méthode qui est appelée automatiquement lors d'un événement prédéfini.
Donc par exemple, lors de l'instanciation d'une classe, la création d'un objet, donc on a appel à la méthode construct en PHP. Et donc maintenant qu'on sait que l'instanciation de certaines classes va déclencher un appel à ces méthodes magiques, vous imaginez peut-être qu'en fait, si on modifie un objet sérialisé pour lui donner carrément, le transformer carrément en un objet d'une autre classe, lors de la désérialisation, on aura un appel aux méthodes magiques de cette classe, et donc si on arrive à trouver des classes qui font appel à des méthodes magiques intéressantes, on peut faire appel aux méthodes magiques que l'on veut. Donc bien sûr, ça présuppose qu'on connaisse les classes disponibles dans la cible, donc il faudrait qu'on connaisse le code source. Et donc oui, on va envoyer un objet sérialisé, et on va pouvoir exécuter les méthodes magiques que l'on veut. Donc voilà, imaginez qu'on a une classe delete target avec la méthode magique delete qui est appelée lors de l'instantation de l'objet. Et bien si on envoie un objet de la classe delete target avec l'adresse du fichier qu'on veut supprimer, et bien lors de son instantiation, il y aura un appel à la méthode magique et l'objet sera supprimé. Parce qu'en fait, quand une serialize est appelée, peu importe la classe de l'objet sérialisé qu'on a envoyé, il sera instancié et on aura un appel aux méthodes magiques. Donc c'est là que réside la faille de sécurité qui va nous permettre de faire plein d'attaques. Donc ça c'est l'exemple le plus simple parce qu'en fait là c'est direct, on a juste une classe et une méthode magique qui est appelée. Mais on a des choses plus sophistiquées qu'on appelle des gadget chains. Donc un gadget c'est une classe ou une fonction accessible dans le scope exécutable de l'application. En fait, on va avoir une chaîne de gadgets qui en appelle un autre, donc de méthodes magiques qui en appellent un autre, de classes qui s'instancient et donc qui appellent une méthode de gadget de manière imbriquée, pour enfin réussir à exécuter du code en atteignant donc le gadget qui permet d'exécuter ce code qu'on va appeler le sync gadget. Donc là, on arrive dans des choses un peu sophistiquées, je pense pas qu'on en fasse dans ce cours. Je vais mettre des liens en dessous de la vidéo pour que vous vous renseigniez plus dessus. Sachant que vous n'êtes pas obligé de trouver vous-même vos gadget chains, il y a des outils qui permettent en fait de trouver des gadget chains si vous donnez les librairies qui sont utilisées. Donc en Java, je crois que c'est YO Serial, ou en PHP, on a PHP Gadget Chain. Et ça peut être assez intéressant, et si vous arrivez à faire ça, vous pouvez exécuter le code que vous voulez, donc vous avez gagné.